Bienvenue, dans cette, 6e rencontre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Clarisse, donc opératrice en hypnose régressive assistée et je suis accompagnée de Franck et Marie qui sont télépathes avec qui je collabore en exploration et en session personnelle. Petite, information, si vous souhaitez rester en contact, avec nous ou pour ce que l'on propose, c'est-à-dire, ces rencontres mensuelles, connaître les dates, parce que chaque mois on propose, ce type de rencontres, donc sur des thèmes variés, mais aussi sur, être, au courant des différentes explorations qu'on propose, régulièrement et les sessions personnelles. Donc je vous invite à vous inscrire à la newsletter que Marie, tu peux peut-être mettre dans le chat et que je mettrai en description, dans la vidéo. Vous pouvez également regarder notre site, web qui est relooké, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés, le voir, un peu plus design, un peu plus clair, un peu plus complet et on peut désormais prendre rendez-vous pour une session directement sur le site. Voilà. Alors, commençons maintenant par, le thème de cette rencontre qui est autour de la phrase: «Tout est juste», donc cette fameuse phrase: «Tout est juste» et qui pose question. On peut se poser la question, donc, y a-t-il une justesse ou une justice divine dans l'univers ou dans le tout ou dans la création? Comme si un plan supérieur chapeauterait toutes les causes, les conséquences, tout ce qui existe sur Terre ou dans l'univers. Ce plan supérieur, on peut l'appeler la source ou énergie originelle et qui contient donc toutes les potentialités. Et en disant cela, on ne peut s'empêcher de se dire, pourquoi la source permet tant d'horreurs ou toutes ces horreurs sur terre que l'on connaît, je ne vais pas les citer, mais la souffrance, les guerres et cetera. Alors, voici ce que l'on a pu observer lors de nos sessions en état modifié de conscience, c'est que cette source, elle, permet tout ce qui est expérience et elle le permet avec un libre arbitre, car sans ce libre arbitre, ce serait donner des limites et donner des limites, c'est contraire à elle-même puisque, la source, elle est illimitée. Donc déjà, il y a cette notion de libre arbitre et ensuite, cette source ne juge pas, car les amours, on dit que c'est une source d'amour inconditionnel, mais c'est pas pour autant qu'elle, ne donne pas son consentement pour des êtres ou des énergies, qui ont ce libre arbitre, qui ont le libre arbitre et qui se permettent des déviations, des manipulations. Alors je précise que ces énergies ou ces êtres, ils se sont écartés de la source, pour X raisons. On a vu en session, on a eu l'occasion, vraiment d'observer tout type de raisons qui les ont, volontairement ou involontairement, détournés de cette source originelle. Mais ça, elle le permet encore une fois parce que, c'est le libre arbitre. Ces énergies ou ces êtres-là, ils ont décidé avec leur libre arbitre de se détourner de la source, d'une certaine manière. Alors pourquoi justement, elle permet ça? Eh ben, c'est parce que, elle est une conscience globale du tout, qui sait que, toute expérience peut être un apprentissage et un retour à l'harmonie. Encore une fois, ce que je vous dis là, c'est ce que l'on a pu observer en session. Et par exemple, je vais vous donner, donc un exemple, c'est, le cheminement d'un être humain. S'il a vraiment la volonté, l'envie d'avancer dans son cheminement, et bien finalement, son but c'est quoi? C'est de retrouver l'harmonie en lui, de se reconnecter pleinement, à la source. Donc on voit qu'il y a toujours un retour à cette harmonie, un retour à cette, reconnexion source. Et en plus, comme cette source n'a pas la notion de temps, tout cet, apprentissage ou tout ce cheminement que les êtres vont prendre. C'est-à-dire que nous, on a ce paramètre-là, alors qu'elle,
elle ne prend pas du tout en compte ce paramètre de temps. Du coup, pour nous, ça peut nous paraître extrêmement long, ça peut nous paraître des cycles extrêmement longs, mais finalement, pour elle, elle a une vision tellement élargie de, de notre condition, de tout ce qui existe, qui fait que finalement, ce paramètre de temps, pour elle, ça n'existe pas. Alors, pour illustrer cette notion de justesse, hein, toujours pour en revenir à cette phrase tout est juste, j'avais envie de vous donner quelques exemples. Alors, on va commencer par les exemples légers, on va dire en conséquence, et ensuite, progressivement, on va aborder des conséquences un peu plus lourdes. Par exemple, un enfant. Un enfant qui va perdre son doudou. Alors, pour lui, c'est dramatique, hein. Tout son monde s'écroule autour de lui, tout, tout s'écroule sans son doudou. Il est complètement perdu, mais sa mère va le rassurer. Il va se rendre compte finalement qu'il peut vivre sans ce doudou malgré sa tristesse et il en retirera un apprentissage personnel. Soit il se sent un peu plus en confiance et ou soit il trouve un autre moyen de se sentir en sécurité. Et là, son monde et sa vision du monde, à partir de là, s'élargit. On peut dire que c'est un mal pour un bien. Un autre exemple, par exemple, un adolescent qui rate son examen, qui lui aurait permis de faire une grande école pour devenir avocat. Alors, c'est un drame pour lui, c'est même un drame pour ses parents, mais il est confronté à se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? N'ai-je pas d'autres aspirations? Et peut-être il va découvrir une nouvelle passion, il va peut-être ouvrir des portes qu'il n'aurait jamais osé ouvrir de par la pression des parents, de par son environnement. Et donc là, encore une fois, sa vision de qui il est s'élargit et également de ses potentiels. On avance un petit peu plus dans les causes-conséquences d'un événement, donc un peu plus lourd, par exemple la maladie. La maladie, bon, on peut parler par exemple d'un cancer, hein. Quand on est malade, si on a envie d'avancer, d'essayer de passer cette épreuve, on s'ouvre à des questionnements et on se pose donc des questions qui vont nous permettre peut-être une ouverture de conscience. On se rend compte petit à petit que la maladie, eh bien, peut-être n'est pas là par hasard. Ça lui fait poser certaines questions de qui il est vraiment. Et même s'il n'a pas forcément les réponses à ces questions, eh ben, il va se rendre compte que finalement, l'essentiel, c'est pas le but, mais le chemin qu'il a emprunté pour se poser des questions sur lui, son environnement, sur qui il est, voilà, pourquoi ça lui arrive, etc. Je continue dans mes exemples. La perte d'un enfant. Donc là, on arrive vraiment à bon, une cause-conséquence assez lourde, donc tragédie insurmontable pour une mère, hein. Mais elle peut être amenée à s'interroger, par exemple, sur la vie et la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Puisqu'elle a vécu ça de près. Peut-on communiquer avec un être décédé? Comment? Voilà. Et chercher des compréhensions de pourquoi cela lui arrive pour apaiser son chagrin. Et quand on cherche parce qu'on est profondément touché, eh bien, c'est là où on est prêt à aller au-delà de nos croyances. Donc, encore une fois, un événement tragique où l'on pourrait ressentir une énorme injustice, eh bien, sur notre cheminement personnel, ça peut nous permettre de nous faire avancer. L'hypnose régressive assistée ou toute autre technique, hein, je précise parce que nous, on pratique l'hypnose régressive assistée, mais ça peut être toute autre technique qui permet une vision du subtil, hein. Eh bien, elle apporte des compréhensions à tout ça. Elle apporte des conscientisations parce qu'elle nous permet en fait de nous placer au-delà de nos cinq sens, de nos croyances aussi et de nos mémoires. Donc, on a une vision au-delà de l'incarnation et on se rend compte que finalement, tout acte volontaire, involontaire, bienveillant, malveillant a des conséquences
mais aussi des causes bien plus profondes que ce que nous, êtres humains, pouvons expliquer. Et c'est un petit peu pour ça que, grâce à cette technique-là, on a pu observer que cette phrase «tout est juste», eh bien, finalement, a une certaine justesse. Je vais vous donner encore un exemple. Alors, c'est comme si tu vivais dans un petit village, certes, où tu y trouves tout ce dont tu as besoin pour vivre, mais qu'un jour, tu ne comprends pas pourquoi tu n'as plus d'eau. Tu trouves que ce n'est pas juste parce que toi, tu n'as plus d'eau et peut-être quelques kilomètres plus loin, eh bien, l'eau continue à couler. Alors, tu te poses des questions et si tu ne sors pas de ton petit village, tu vas commencer à penser que bah, c'est peut-être parce qu'il y a des travaux, c'est peut-être parce qu'il y a un problème de canalisation. Mais tu te rends compte que finalement, c'est toujours pas ça. Il n'y a pas ce problème-là autour de toi, dans ton petit village, tu n'y vois rien. Bon. Puis tu commences à penser que c'est peut-être parce qu'il y a des personnes qui t'en veulent, qui veulent te On peut nuire. faire un petit Et là peuvent commencer les rumeurs. Parce qu'il n'est pas sorti de son village, il ne sait pas du tout ce qui se passe, mais voilà, c'est des rumeurs qui commencent à s'étendre et on peut appeler ça finalement comme des croyances, hein. Et un jour, donc, tu décides de sortir de ton petit village pour voir, pour avoir un autre point de vue. Et là, tu constates que, il y a un manque d'eau dans ta région, car une partie de l'eau a été contaminée et que l'eau de ton village est saine. Seulement, les autorités l'ont détournée pour subvenir à leurs besoins. Ça, c'est un premier palier de perception puisque tu es sorti de ton village et que tu as pu observer ce qui se passe au-delà. Mais bon, tu te rends compte quand même qu'il y a un acte mal intentionné ou égoïste, hein, pour les besoins de d'autres personnes qui ont peut-être bah, plus de pouvoir, quoi. Et si tu t'arrêtes à cette compréhension, tu vas considérer donc que l'acheminement de ton eau est interféré donc par des personnes mal intentionnées et égoïstes. Donc ça, on pourrait le comparer en session à des interférences que l'on peut rencontrer qui viennent perturber notre condition, notre être. Alors, soit tu peux en rester là et considérer que c'est la faute donc des autres, soit tu décides quand même, eh bien, de monter sur la colline d'en face pour observer tout ce système qui a été mis en place. Et là, tu te rends compte que cette déviation d'eau potable était mise en place au début pour alimenter un hôpital d'enfants et que sans cette intervention, des enfants auraient pu mourir. Et là, c'est ton troisième palier de compréhension. Tu vois que finalement, c'était pour une bonne cause, on pourrait dire ça comme ça. Après, il y a eu peut-être des personnes mal intentionnées qui se sont appropriées ce système, mais finalement, voilà, tu te rends compte qu'il y a une certaine justesse à ce que cette eau ait été détournée et que tu ne puisses plus avoir de l'eau. Donc c'est tout ça pour dire que plus tu t'élèves, plus tu comprends le mécanisme global dont tu fais partie. Et ton premier point de vue, donc dans ton petit village, est un point de vue, mais qui ne prend pas en compte toutes les causes et les conséquences de ton environnement. Tu y vois donc plusieurs injustices, car ramené à ta vision personnelle, ça ne colle pas pour toi. Donc automatiquement, tu vas juger, tu vas dire c'est injuste pour moi. Mais si tu t'inclus dans un grand tout, quelque chose de plus grand, et là, on pourrait donc faire référence à ce grand tout dont l'origine est la source, hein, eh bien, on se rend compte qu'il y a une certaine cohérence. Une cohérence, donc là, c'est l'exemple de quand tu as décidé de monter sur cette colline et de voir tout ce système, ce système de fonctionnement qui a été mis en place finalement, qui était pour une, entre guillemets, bonne cause. Et donc voilà, cette cohérence, elle n'est pas forcément compréhensible par le cerveau humain, mais c'est quand même une cohérence. Et c'est souvent à ça que l'on est confronté, c'est que notre compréhension d'être humain incarné ne donne pas accès forcément à cette vision beaucoup plus élargie, cette vision finalement originelle de la source. À ce moment-là, quand on a cette vision beaucoup plus globale,
On parle plus de dualité, on ne parle plus de bien et de mal, et encore moins de jugement. Donc, il n'y a plus ce jugement-là. Mais on parle d'expérience. Et donc, ce que tu vis lors d'une expérience que tu trouves injuste à ton niveau de conscience incarnée, eh bien, dans un autre sens, sur les plans subtils, ça prend tout son sens. Voilà des exemples pour essayer de vous montrer en fait finalement que tout dépend du plan où l'on se place pour avoir cette compréhension de cette justesse ou de cette justice. Il y en a qui l'appelleraient la justice divine, hein, mais bon, ou de cette phrase, hein, tout est juste. Je vais vous donner encore un autre exemple qui est assez parlant. Et là, je vais me placer à un niveau assez élargi hein, de conscience. Et encore une fois, c'est grâce à l'hypnose régressive assistée que nous avons pu observer ça. C'est quand on parle de génocide. Ça paraît insensé hein, de trouver une certaine justesse quand on parle de génocide, mais encore une fois, c'est ce que l'on a pu observer en hypnose régressive assistée. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. On a pu observer donc que certaines essences, donc on parle d'essence, hein, on ne parle plus d'être incarné, on parle vraiment d'essence. On va dire que c'est ce qui permet à la source d'expérimenter toutes sortes de potentialités. Donc ces essences-là décident de par leur particularité, donc par exemple, ça peut être le dévouement, eh bien de vivre ce type d'expérience. En vivant ce type d'expérience, elles deviennent des victimes, mais elles savent qu'elles peuvent permettre des prises de conscience pour d'autres êtres. Alors, malheureusement, l'être humain a parfois besoin de vivre des extrêmes, hein, comme ce type d'événement, hein, pour que sa conscience dise stop et qu'elle soit prête à inverser le cycle de soumission dans lequel elle est. Ça, c'est aussi ce que l'on a pu remarquer. Donc, pour une essence, elle sait qu'elle va permettre à des consciences de s'élever et en même temps, en vivant des situations extrêmes, elles savent qu'elles peuvent inverser le cycle de soumission dans lequel sont parfois emprisonnées certaines essences. Alors, encore une fois, on peut avoir plusieurs lectures. Sur le plan incarné, évidemment, ce n'est que souffrance. Sur un plan un peu plus élevé, on peut parler d'une âme qui est venue vivre cela volontairement ou de façon forcée, parce que ça aussi, hein, de façon interférée, pour pouvoir avoir la force de sortir de cette emprise, de ce karma. Comme je l'ai expliqué, hein, parfois l'être humain a besoin vraiment d'aller au bout du bout pour pouvoir s'en sortir, malheureusement. Et sur un autre plan encore plus élevé, on parle d'une essence, et c'est une essence qui est en accord avec cette expérience parce qu'elle sait qu'elle a les capacités de permettre aux autres essences des prises de conscience pour élever l'humanité. Voilà, bien sûr, ce que je viens de vous partager n'est pas évidemment la seule vérité. C'est des choses que l'on a pu observer en session et il y a sûrement bien d'autres exemples. Donc, pour terminer ma petite présentation, juste pour dire que finalement, cette phrase tout est juste, eh bien, cela dépend du point de vue sur lequel on se place. Donc, on peut être en accord ou en désaccord selon le point de vue où l'on est. Donc, c'est une réponse qui est vraiment personnelle hein, par rapport au moment que l'on vit, par rapport à ce que l'on a besoin de comprendre. Donc, voilà, tout est ouvert maintenant par rapport à cette phrase aujourd'hui et je suis prête à partager avec vous ce que vous avez envie de témoigner. Et si vous avez des questions, Franck, Marie et moi aurons le plaisir d'y répondre. Il y a justement Annie qui a une petite demande et je pense que ça sera bien de reparler de l'essence, juste pour que tout le monde soit au clair là-dessus. Annie qui dit, pourquoi dites-vous que les essences ne sont pas des êtres incarnés? Alors si, on va dire que ce sont des êtres, ça peut être des êtres incarnés,
Mais de ce que l'on a pu observer, c'est qu'une essence, elle va permettre à la source d'expérimenter des expériences. Et donc une essence peut être sous toute forme. Elle peut être sous forme cosmique, sous forme éthérique, sous forme énergétique et évidemment sous forme d'un être humain incarné. Mais là, quand je parle d'essence, c'est le point de vue de l'essence. Même si l'essence est dans un être incarné, quand on se place au niveau de l'essence, eh bien, le point de vue est différent parce qu'elle n'a pas cette notion de souffrance. Elle ne connaît pas, elle ne vit pas les émotions telles que nous, en tant qu'êtres humains, avec nos cinq sens qui sont quand même assez limités, eh bien, nous les vivons. Donc, il y a pas ce champ mental, ce champ émotionnel. Quand on se place au niveau de l'essence, c'est un point de vue beaucoup plus élargi et qui est beaucoup plus proche de la vision de la source, en quelque sorte, si je peux être assez simple. Alors, je ne sais pas si Marie ou Franck, vous voulez rajouter des précisions par rapport à ce que je viens de dire. Non, c'est simplement ce que j'aurais à rajouter, c'est que on le voit dans les sessions. À chaque fois, le point de vue de l'essence, il est toujours très neutre. Comment dire, l'essence aussi, c'est comme s'il y avait dans les sessions, il y a une conscientisation globale, même l'essence en fait a des conscientisations souvent en rapport avec la souffrance de l'être incarné. Et les essences sont très neutres, pas la notion du temps aussi. Parce que c'est ça, c'est ce que tu as dit aussi, si Clarisse, mais voilà, pour une essence, elle a souvent une particularité en lien avec son cycle d'incarnation. Et donc, l'être incarné, nous, on va pas se rendre compte du cheminement qu'on fait, mais parce que l'essence a un point de vue vraiment très élargi qui comprend différentes expériences et pas seulement l'expérience de l'être incarné. Donc, elle a un point de vue vraiment très, très large. Il y a tellement de choses à explorer sur l'essence. Oui, elle peut passer par des expériences cosmiques, comme je l'ai dit, des expériences d'être sur d'autres plans autres que l'incarnation sur Terre. Ça peut être sur d'autres planètes, ça peut être et ça peut être aussi des états énergétiques aussi. Une essence peut être vivre ou expérimenter un état énergétique. Elle peut tout expérimenter. Et donc, à un moment donné, elle peut expérimenter l'incarnation d'un être humain sur Terre. Qui posait la Oui, question? vous pouvez voir l'essence un petit peu comme la somme de tous vos ADN, hein, que ça soit, incarné ou non incarné et de vos caractéristiques originelles. Et peut-être pour faire un lien avec, le thème d'aujourd'hui, Clarisse, c'est vrai, a parlé de dévotion. Bon, ce sont des caractéristiques, qui après s'expriment vraiment de multiples façons, hein, qui peuvent être aussi très polarisées et c'est un petit peu la difficulté du coup que l'on peut rencontrer dans l'incarnation. C'est-à-dire qu'on peut être dévoué à des causes, à des tâches et jouir un petit peu de tout ce que cela, apporte, mais la dévotion peut aussi conduire au sacrifice, par exemple. Et là, forcément, dans l'incarnation, ça ne donne plus le même résultat. Mais pour autant, voilà, c'est une caractéristique de l'essence qui va s'exprimer et c'est vrai que ce thème du génocide, bon, qu'on a exploré quelques fois parce qu'évidemment ça questionne beaucoup, pourquoi on permet certaines choses, et pourquoi en si grande quantité? Et c'est vrai que des petites informations que l'on a pu récupérer, c'est que certaines essences, on va dire, se concertent dans le subtil. Il y a comme des accords qui peuvent se créer entre les essences pour venir, heu, non plus à faire une expérience uniquement à titre individuel, mais une sorte d'expérience plus collective, où peut-être qu'effectivement, il va y avoir des sacrifices humains. Elles vont vivre leur dévouement comme ceci et mener à des voilà, à des génocides. Mais ce que l'on constate aussi, c'est que, au-delà de tout ça, ça crée des crises qui sont, plus ou moins violentes et qui amènent derrière à des élargissements de compréhension pour l'autre.
parce que lorsque l'on constate ça, on ne peut qu'être stupéfait. Et donc, on doit s'interroger sur nous-mêmes, sur l'être. Et voilà, toutes ces crises font qu'il y a comme des impulsions sur Terre qui amènent à des élévations globales de conscience. Souvent, hein, après les grosses guerres, après les gros actes comme ça, il y a un sentiment intérieur de solidarité, quelque chose qui réunit l'être humain, qui le soulève, qui le soutient, qui l'éveille. Après, c'est vrai que peut-être la difficulté, c'est que on a tendance à oublier vite les choses parce que on vit dans un système qui nous rend la vie parfois confortable. Et donc, on a tendance à oublier. Et en même temps, j'ai envie de dire, tant mieux si on oublie parce qu'on ne peut pas vivre en permanence avec des mémoires et des souvenirs de catastrophes. Et pourtant, on garde quand même ça dans un coin de la tête, une mémoire. Et c'est pour justement que cette mémoire, elle agit sur nous. Pour que nous-mêmes, déjà, on n'ait pas envie de vivre ça et permettre de façon communautaire de s'élever, d'élever sa conscience et de dire stop. C'est vrai qu'on le dit dans la matière, mais pourtant les choses se reproduisent. Ça veut dire que on n'a pas encore réussi à atteindre et à toucher toute l'humanité. Et que je pense que voilà, c'est pour ça que les choses continuent à se reproduire parce que on n'est pas encore au niveau peut-être que l'on devrait atteindre, notre niveau de conscience qui va se rapprocher de plus en plus de notre conscience originelle pour ne plus que l'on puisse ressentir en nous ce besoin, voilà, d'être malveillant envers l'autre, et de reproduire ces choses-là. Donc c'est vrai que tous ces liens de cause à effet amènent, quand même à des réflexions, à des conscientisations que chacun après on transporte en nous et que de cycle en cycle d'incarnation, on a quand même ces mémoires et pour certains, on a aussi vu des personnes en session qui avaient vécu eux-mêmes des actes terribles et cette mémoire-là, elle, peut-être que sur le moment, c'était très dur à vivre, bien sûr, il y avait toute cette souffrance physique, mais in fine, la mémoire que cette personne avait en elle lui permettait aujourd'hui de faire un cheminement par rapport à ça et de sortir vraiment de euh, peut-être de ce contexte, soit de sacrifice, parce qu'effectivement, on peut se sacrifier pour des choses, mais jusqu'où on doit et jusqu'où on peut aller pour faire comprendre à l'autre qui a besoin de, de, de comprendre ce qui se passe autour de lui et d'éveiller sa confiance, de sa conscience par rapport à tout ça. Oui, ça Donc répond à voilà, la il y a question, pourquoi, tant de souffrance à un tel degré pour nous, êtres humains, pour ouais, que, d'autres tirent leçon en même temps que nous? c'est ça, Hem, voilà, il y a toujours des leçons à tirer et puis je dirais on a vécu une crise récemment qui est pas si loin que nous, hein, que ça, c'est le covid, hein, qui malgré tout, nous, je dirais que le covid, a permis à notre pratique, par exemple, d'exploser. C'est-à-dire qu'on on commence à explorer l'hypnose régressive assistée de façon un peu plus peut-être, globale. Il y avait des gens, hein, déjà des précurseurs qui avaient essayé ça il y a 20, 30 ans, peut-être même bien avant. Mais c'est vrai que le covid, ça a été une crise qui a amené beaucoup de personnes à s'interroger sur soi. Déjà parce qu'ils avaient le temps et parce qu'ils étaient bloqués. Donc on voit que d'un phénomène qui a voulu concentrer, un peu enfermer les gens dans un système, plein de personnes ont émergé et se sont interrogées. Et c'est vrai qu'il y a eu une émergence, une vague de personnes qui sont venues à notre rencontre pour apprendre à se connaître mieux, voir pourquoi ils vivaient ça à ce moment-là. et Et c'est vrai que c'est par vague, parce que c'est là, par vague, ouais. on ressent quand même comme si on était un petit peu, ça redescendait tout doucement. Il y a moins cet engouement, hein, de pour découvrir, tout ce qui est, dans le monde du subtil, découvrir plus à propos de qui l'on est, de l'humanité, de voilà, de cette évolution de conscience. Donc c'est pour ça, l'être humain est comme ça, il a besoin qu'on lui botte les fesses et il oublie. Mais il oublie, c'est pour un bien, mais voilà, il y a des Oui, côtés, heu,
j'ai pas envie de dire négatif, mais il y a ce côté-là où, bah, justement, on a besoin d'oublier quand c'est trop dramatique, mais d'un côté, si on oublie, eh bien, on oublie la direction dans laquelle, on était parti pour continuer à évoluer. De par ce confort que nous propose aussi la société, hein, et qui nous maintient, hein, dans ce qu'elle a envie de nous maintenir, hein. C'est assez complexe. Alors, il y a une personne, Ludivine, qui pose la question: «Est-ce qu'on change d'essence en fonction de l'incarnation?» Alors, de ce que l'on a vu, encore une fois, en principe, non. C'est une essence qui vit, une multitude d'expériences sous toute forme et donc sous différentes incarnations, pour différentes incarnations, et c'est pour ça que l'on retrouve une cohérence, dans les différentes, expériences d'incarnation que l'être vit, et qu'il y a par exemple, bah, des particularités qui ressortent tout le long de son cycle d'incarnation et qui continuent à s'exprimer aussi dans sa vie, et c'est ça qui fait aussi, le lien entre, comment dire? Entre toutes ces vies, et qui donne, comme une histoire. Et l'hypnose, régressive assistée permet de recomposer le puzzle de cette histoire, justement quand, on ne comprend pas ce qui se passe en nous, ou quand on recrée des schémas de fonctionnement. Donc, voilà. Mais, tout existe, hein. Peut-être qu'il y a, parfois, heu, alors je ne sais pas si on pourrait parler d'essence, mais en tout cas des âmes qui peuvent, peut-être, subir des expériences, ou des âmes qui changent de corps. Ça peut, il y a les walking, ça existe, hein, également. Donc, voilà. C'est assez complexe, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais, c'est assez complexe, donc, mais pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui existent. C'est ça. Et bon, nous, c'est ce qu'on connaît, on va dire, ce qu'on a pu explorer. Après, bien sûr, c'est encore à explorer, il y a encore plein de choses à explorer. Et pour toutes les personnes qui ont des questions sur l'essence, je vous ai mis en lien le lexique où on parle justement de l'essence, des parties supérieures, des différents corps, tout le vocabulaire un peu précis qu'on a. Vous avez toutes les explications grâce à ce lien, si ça peut vous aider. Merci, ouais, merci Marie. Super. Alors, donc il y a d'autres questions. Un petit commentaire. Allez, encore, 400 000 milliards d'années de prise de conscience et on sera comme dans le film La Belle Verte. J'espère un peu moins d'années, mais tout à Ouais. fait. Il y avait donc Manuel qui a dit, on est tellement bien coordonnés que ça en devient gigantesque. En explorant nos interactions, c'est comme chercher nos missions de vie. C'est mieux de comprendre ce qu'on cherche dans nos interactions ou dans les états que cela nous procure. Pourquoi cette question? C'est vrai que on voit des mouvements de groupe qui forcément bah, changent. Bah, moi, je vois des mouvements de groupe où à chaque fois je vais quelque part, il y a des mouvements de groupe qui créent des états modifiés, des prises de conscience, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Et mais en même temps, j'ai des états modifiés personnels qui peut-être créent des états modifiés dans les autres et créent des prises de conscience. Et je me suis toujours posé ces questions et je voulais avoir votre avis par rapport aux expériences que vous vivez avec Franck et Marie. Est-ce que oui, justement, c'est des mouvements de groupe qui modifient les états des personnes, ou est-ce que c'est des personnes qui elles-mêmes euh, se connectent à leur essence Moi, je dirais que c'est et les 2. s'ouvrent? C'est une émulation, Bah oui, mais je c'est savais que vous alliez dire ça, mais justement, c'est trop facile comme réponse. tout est Ah oui, oui, mais ah tout, bah comme oui, vous l'avez dit, tout est interactif, bah oui. et ça crée comme une émulation, peut-être, quelque chose en nous, va réveiller quelque chose en l'autre, qui va réveiller quelque chose en nous, et ainsi de suite. Ce que je pense, c'est que, à la base, c'est à titre individuel que l'on travaille sur soi. Puisque,
notre essence étant unique, notre parcours est aussi unique. On a donc nos problématiques, nos choses à libérer, à expérimenter. Mais ensuite, on peut se servir du collectif pour évoluer individuellement, puisque de toute façon, l'évolution du collectif va pour l'évolution de l'individu. Donc voilà, après, c'est juste des Mmh. synchronicités, en fait. Parfois, pour être plus fort, il faut qu'on soit plusieurs. Eh bien, c'est comme ça que les essences aussi peuvent fonctionner, par collectif. Je crois que individuellement, notre parcours et notre recherche, c'est l'équilibre. Parce que l'univers, il est dans un équilibre global qui est parfait. Mais pour qu'il y ait cet équilibre parfait, il y a des déséquilibres qui se créent en permanence pour rééquilibrer les choses. Donc nous, ce que l'on doit observer, ce sont nos déséquilibres pour revenir à cet état d'équilibre intérieur. Donc voilà, je pense que c'est d'abord à titre individuel que l'on chemine, mais bien sûr qu'ensuite le collectif peut être utile pour justement, encore une fois, retrouver cet équilibre et ce cheminement intérieur. Alors, une autre question, les essences peuvent donc se positionner en qualité de victime, mais qu'en est-il des bourreaux? Eh bien, pour une essence, victime-bourreau, c'est juste les deux faces d'une même pièce. C'est de l'expérience. Sauf que nous, on y met tellement de connotations émotionnelles, mentales aussi, hein, mais émotionnelles, que c'est très difficile d'accepter que notre essence puisse décider de vivre une incarnation en tant que bourreau. Pour elle, c'est juste expérimenter l'autre facette ou une facette. Je dirais même pas, ce ne sont pas que les deux facettes d'une même pièce. On va dire c'est les certaines facettes d'une même expérience ou d'un même objet, parce qu'il y a plusieurs facettes. C'est comme une essence qui voudrait expérimenter toutes les facettes de l'amour, elle va aussi expérimenter la haine et bien d'autres facettes que peuvent procurer cette notion amour. Donc voilà, au niveau de l'essence, elle n'a pas ce jugement, elle n'a pas cette polarité bien-mal, elle n'a pas donc cette notion de victime et de bourreau. Elle a juste, c'est une expérience pour pouvoir ensuite retrouver, comme l'a dit Franck, un équilibre. Et comme la source, entre guillemets, hein, envoie ses essences pour faire l'expérience, eh bien, par exemple, de l'amour ou du pouvoir ou de la supériorité et de la soumission, ces essences-là, pour elles, voilà, elles sont prêtes à le faire. Enfin, elles sont prêtes. Elles le font parce que ça fait partie de l'expérience de la source. De vos observations, si on reprend les exemples génocides, qu'en est-il des incestes, des viols? Quelle hauteur sur ces faits? Ben là, on peut parler de victime-bourreau, hein, c'est un petit peu la même chose. Si on se place au niveau de l'essence, encore une fois, entre guillemets, elle sait pourquoi elle va vivre ce type d'expérience. Mais après, dans notre compréhension d'être humain, ça peut être inacceptable parce qu'on n'est pas juste une essence. On est un être humain avec un champ émotionnel, un champ mental, qui aussi avons des mémoires qui sont grammes en nous, dans notre corps. On a aussi des croyances qui peut-être nous empêchent de lâcher tout ça et de se dire c'est OK. Voilà, il y a beaucoup de choses qui fait que à notre niveau d'incarnation, on n'est pas obligé d'accepter ça. Par contre, on peut se dire, je sais que sur un certain plan, ça peut être, il y a une certaine, je vais dire ça comme ça, il y a une certaine justesse. Mais en tant qu'être humain, on n'est pas obligé de l'accepter. Voilà, moi je dirais ça comme ça. Non, mais c'est vrai que ce sont des questions qui sont difficiles à répondre, je dirais comme ça, parce que chaque cas est tellement personnel
que c'est vrai On en a qu'on vu hein, des exemples. Hein. voilà, On a pu voir on, tout à fait. aussi tout le cheminement et la compréhension qu'on peut en avoir. Ouais. Vas-y, Franck, pardon. Non, non, mais voilà, oui, mais c'est vrai que de subir des actes de violence, hein, quels qu'ils soient, c'est vrai que quand on arrive à capter l'information de pourquoi en fait l'être le vit, parce qu'il y a toujours une raison en fait, il y a toujours une raison et c'est ça qui est parfois difficile à comprendre, c'est que parfois on pense qu'on est juste victime et qu'on l'a pas. Je ne dis pas qu'on l'a choisi expressément de le vivre de cette façon-là, mais étant donné que c'est vrai que d'un certain point de vue, l'essence ou la conscience n'a pas forcément le corps émotionnel et la façon de percevoir comment l'être humain peut vivre certains actes. Du coup, ça amène l'être humain à pouvoir vivre des choses qui n'a pas forcément été décidées par lui, mais par sa conscience, mais que c'est juste après la façon dont c'est vécu que, évidemment, du point de vue de l'être humain incarné, ça devient très compliqué. Mais encore une fois, voilà, si on se place sur un point de vue plus élargi, on peut y voir d'autres sources de compréhension qui amènent justement à comprendre pourquoi on chemine et pourquoi on en arrive à vivre certains actes difficiles. Et le fait de le comprendre autrement permet déjà en tout cas, de se libérer de ça pour la suite. Oui, oui, c'est très important finalement ça. Même si on ne l'accepte pas, il y a une compréhension qui est là et qui permet une libération. Et d'ailleurs, il y avait une question justement de Gwenaël qui disait, l'être incarné a son libre arbitre, peut-on dire à son essence, je suis plus OK de vivre ceci ou cela, car trop souffrant dans la matière. Et c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois en session que bah, l'être incarné, enfin, c'est tout l'être en fait qui reprend sa souveraineté et décide de mettre fin à ce cycle ou à et voilà et de dire bon bah moi par contre je suis pas d'accord, je souffre trop et c'est pour ça que tout à l'heure je précisais que l'essence aussi euh, reçoit des conscientisations, même si c'est l'essence c'est à un niveau tellement élargi que c'est difficile d'expliquer parfois. Parce que notre mental a du mal à comprendre. Bah, c'est tellement en nuances. Il n'y a même pas de mots pour expliquer. Parfois, j'ai même plus les mots quand je suis en état d'hypnose parce que c'est difficile pour mon mental de le comprendre et ensuite de le verbaliser. Mais voilà, si, bien sûr, nous sommes souverains et nous pouvons. euh, Mais pour le faire, c'est pas juste se dire ah bah ça y est, je décide, ça s'arrête, j'en veux plus. Il y a besoin d'une certaine compréhension et cette compréhension, c'est vrai que avec l'hypnose régressive assistée, elle permet qu'elle s'infuse, qu'elle s'intègre dans tous nos corps. Et c'est ça qui est important en fait, parce que quand on dit ça y est, j'en veux plus, c'est notre émotionnel et notre mental là qui le décide et ça agit sur ce mental et sur cet émotionnel, mais peut-être ça demande à aller bien plus profond, sur des couches bien plus profondes de nous, pour vraiment que ça soit acté. Et c'est pour ça que parfois, bah, il ne suffit pas de dire ça. Parce que parfois, on a envie, hein, on a même la volonté, hein. On dit, j'en peux plus, je veux plus ça. Et pourtant, ça continue. Mais c'est qu'il y a des conscientisations plus profondes, plus élargies, peut-être des pièces du puzzle que l'on n'a pas et qui ont besoin d'être vues, observées et conscientisées pour qu'enfin tout le schéma se présente à nous et on se dise, ça y est, j'ai compris. Ça y est, je le ressens au plus profond de moi. Et maintenant, je peux dire stop. Et c'est autre chose, c'est vraiment un ressenti qui est complètement différent. Il est vraiment vécu du plus profond de soi. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que parfois, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, même si on a la volonté. C'est tellement complexe, on a accumulé tellement de mémoire, de croyances, de vie en vie, que ben, voilà, ça demande quand même d'aller chercher profondément. Oui, parce que c'est vrai que une des problématiques, c'est que lorsqu'on a une caractéristique qui peut devenir une faille en nous, elle va attirer autour de nous des interactions qui vont venir appuyer sur cette faille. Et donc, si on a peut-être une faille au niveau de notre souveraineté,
eh bien, on peut attirer des personnes, des actions, des interactions qui vont mettre en exergue cette faille de souveraineté. Et ensuite, bien sûr, ça va s'exprimer de différentes façons. Mais voilà, ce sont des choses qu'on a pu observer et qui peuvent amener à des actes, bien sûr, difficiles à vivre, mais c'est avant tout pour nous montrer quelque chose aussi. Et c'est là où c'est complexe parce que quand il y a ensuite un traumatisme qui peut être physique ou psychologique, on n'a plus la force intérieure forcément d'aller au-delà de ça et de comprendre qu'est-ce qui, chez nous, ne exprime un déséquilibre et peut conduire voilà, à ces événements. Et c'est Et ça pour qu'on chacun, essaye un c'est petit peu différent. de... Oui, pour Et chacun, c'est c'est ça différent. qui Ouais. est incroyable, c'est que il n'y a pas de mode d'emploi. Chacun est Ouais. différent. Et pour peut-être un même déséquilibre, eh ben, pour les personnes, le chemin sera complètement différent. Donc, c'est ça aussi qui n'est pas évident à comprendre. Oui, tout à fait. On a aussi la maman de Martin qui nous dit, nous serions tour à tour victimes bourreaux et pour nous former et faire grandir cette essence. Difficile malgré tout à comprendre, même si tout est juste dans le grand tout. Alors, tout le monde n'est pas dans un processus de victime-bourreau, hein. C'est vrai que c'est assez fréquent, mais on n'est pas tous comme ça dans ce cycle. Donc, certains, oui. Et effectivement, si on le voit au niveau d'un cycle d'incarnation, ça paraît très long. Par contre, si on prend du recul et on se dit que ben, on n'a pas eu que ce cycle d'incarnation, peut-être qu'il y en a eu plusieurs, et que dans d'autres cycles d'incarnation, eh bien, ça a été beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable, équilibré, en harmonie. Et peut-être que dans d'autres expériences hors incarnation, ça n'a pas été comme ça a été encore différent. L'essence a expérimenté encore autre chose. Et ben là, finalement, on prend un peu plus de recul et on se dit, bon, ben oui, finalement, ben, ça fait partie d'un cheminement qui passe par des étapes. Et là, ben oui, ok, ce cycle d'incarnation pour nous, êtres humains, nous paraît très long, mais finalement, ce n'est qu'une étape. Le fait de faire grandir une essence, je dirais plus que c'est pour faire, euh, c'est pour, euh, c'est pour la source plutôt. Parce que quand on vient s'incarner, on vient faire l'expérience de l'amour ou d'autres choses. Et on l'avait vu d'ailleurs dans une session assez récente, Clarisse, où la personne faisait justement l'expérience de l'amour. Et lorsqu'on est à la source, on est amour. Et donc, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, on vient l'expérimenter en tant qu'être incarné ou autre expérience. Et puis après, on revient à la source. Et c'est comme si on venait témoigner de tout cet amour pour qu'elle soit encore plus lumineuse, encore plus grande. Et voilà, je dirais que c'est plus cette richesse d'expérience qui fait que la source devient de plus en plus riche, en fait. Et pas forcément une essence qui grandit. Autre question? Ouais, on a Annie qui dit simplement, en conséquence, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça dépend du point de vue, mais oui. Ouais. Et Ben, en puis, fait, tout dépend de nous, hein, tout dépend de nous, hein, finalement. On est complètement maître d'œuvre dans notre expérience. Voilà, il ne tient qu'à nous de faire des choix. Et on est toujours confronté à ces choix. Et effectivement, tant que, je dirais, la majorité peut-être dominante aura le pouvoir, ça ne veut pas dire que c'est perdu, parce qu'on a tous les moyens de résister. Après, c'est une question d'état de conscience avec soi-même, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on est prêt intérieurement à accepter ou pas? Et jusqu'où on est prêt à aller en fait pour accepter par exemple la soumission qui nous est imposée par un certain système ou pas. Voilà, je pense que retrouver cet équilibre intérieur, c'est pour aussi trouver cette force en nous de dire non à certaines choses d'exprimer tout simplement notre souveraineté, quitte à éventuellement perdre la vie s'il le fallait, quoi. Mais je ne sais pas si c'est le jugement dernier à ce moment-là où on en viendra peut-être à cet état-là, si ça doit nous arriver à nous. Mais bon,
c'est une forme de test, hein, voilà, qui peut nous être proposé à ce moment-là. Une question, comment s'impliquer dans notre incarnation face à ces énergies violentes et gratuites sans lutter et vivre? Alors, c'est une question qui est quand même orientée vers un certain type d'énergie, c'est-à-dire violente et gratuite. Peut-être aller observer pourquoi, je ne sais pas si c'est vous, hein, pourquoi cette personne, donc je vais dire comme ça, pourquoi cette personne vit ce type d'expérience, d'être confrontée à des violences des énergies violentes et gratuites. Et à partir du moment où on comprend le mécanisme, eh bien, des compréhensions peuvent peut-être permettre à des libérations et à ne plus émaner certaines énergies qui attireraient ce type d'expérience ou ce type d'énergie. Donc c'est tout un processus comme ça, déjà de comprendre que ce que l'on vit à l'extérieur, ce qui se reflète à l'extérieur, finalement, nous montre ce que l'on doit travailler à l'intérieur de nous. Hein, c'est ce que l'on remarque souvent en session. C'est que quand on a une problématique qui se manifeste dans notre environnement, c'est souvent pour nous montrer ce que l'on a à voir, à observer en nous pour pouvoir évoluer. C'est ce que je pourrais dire pour cette question. Bonjour Oui, Caroline. oui, oui. Bonjour. Oui, j'ai une question un peu parce que finalement, souvent, la dualité entre, en tant qu'être humain, je pose mes limites de ce qui paraît acceptable, inacceptable, donc j'apprends. Et puis quand on a la conscience et qu'on prend un peu plus de hauteur, on se dit, bon, bah là, finalement, c'est pour apprendre. Et après, quand on revient un petit peu expérimenté humain, on se dit, ah, bah alors je devrais peut-être déplacer la limite, accepter un peu plus. Et je trouve que ça, c'est très difficile à... Enfin, moi, pour ma part, c'est souvent, je suis confrontée à ça, la limite, parce que je comprends. Donc, Mm. finalement, je redéplace un peu plus proche. Et puis, voilà. Et comment... Ouais, c'est Ouais. c'est vrai que c'est pas évident quand on a une conscience un peu plus élargie et quand Hmm. on a fait tout un cheminement, on se pose beaucoup de questions et parfois ça complique les choses malheureusement. Enfin, Hmm. ça peut compliquer les choses et c'est vrai qu'on a eu des personnes hein, en session euh, qui avaient fait énormément de cheminement avant et c'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'il faut essayer de retrouver une certaine simplicité peut-être une cause originelle qui remettrait comme un petit peu tout à zéro, mais de par tout la conscience qu'a la personne et tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle sait, c'est pas évident de faire cette remise à zéro. Après, il faut aller toucher, encore une fois, c'est comme s'il manquait la pièce d'un puzzle. Il manque cette pièce-là et elle est difficile à trouver. Mais une fois que ça y est, qu'elle est observée, qu'elle est mise en avant, eh bien, ça peut faire basculer justement tout ce mécanisme. Mais il faut aller la chercher. Parfois, c'est pas évident, hein. Encore une fois, c'est tout un cheminement parce que c'est très complexe. Continuer justement à jauger cette limite, savoir où est sa limite, mais peut-être aller chercher au-delà et de comprendre pourquoi c'est si difficile de trouver cette limite-là. La limite, en tout cas, qui vous convient. Moi, c'est l'effet inverse. La limite, elle est trop grande. J'autorise trop Ouais, sous oui, oui, prétexte oui, oui, mais que pourquoi la justement, conscience voilà, doit ouais. se faire, l'expérience doit se faire. Donc, ok, mais sauf que du coup, Ou ça peut-être passe. il y a un réajustement. Il y a un Ouais, réajustement à faire ouais, ok. par une conscientisation et il faut la trouver. Hmm. Ouais. Ben, je pense que de toute façon, on en est tous là parce que bon, si on est là à se rencontrer, c'est que on est avide de comprendre des choses, d'aller plus loin en nous, voilà, d'aller sur ce cheminement un petit peu de l'ouverture de conscience. Mais on reste aussi des êtres incarnés avec notre corps mental, notre corps émotionnel qui est là et qui agit constamment et qui nous dit des choses. Et puis intérieurement, on essaie de réajuster tout ça. Et donc
qu'est-ce qui est le mieux en fait? On le sait pas, je crois qu'on essaie de le découvrir. Autant je sens qu'on a besoin tous de, voilà, de s'élever, de s'éveiller pour que l'humanité globalement retrouve un autre équilibre et on reste aussi des êtres incarnés avec ce que l'on est. Donc on aura toujours, je ne sais pas si on aura toujours en tout cas une forme de problématique liée à cette incarnation, mais pour l'instant on est dedans. Voilà, on n'est pas, on n'en est pas sorti et il y a sûrement des êtres sur Terre qui ont un niveau de conscience qui leur permet peut-être d'exclure tous les problématiques de leur vie. Peut-être, je pense comme ça à des moines Shaolin ou des moines tibétains qui peut-être ont un niveau de conscience plus élevé et leur permettre de voir le monde autrement que nous. Mais je suis sûr aussi qu'ils ont leur propre problématique à l'intérieur de leur communauté, parce qu'ils vivent quand même fermés, dans un cercle fermé, en réclusion, séparés peut-être aussi d'une autre frange du monde et donc de cette ouverture que propose la diversité. Donc, est-ce qu'il y a un équilibre parfait au niveau de l'incarnation? C'est difficile à dire. Peut-être qu'elle n'existe pas et que peut-être lorsque on aura trouvé cet équilibre, on n'aura plus besoin de s'incarner. Mais pour le moment, voilà, on chemine et justement, on essaie d'ajuster entre ce que l'on est capable de vivre, d'accepter, de tolérer, de comprendre. Et voilà, est-ce qu'on se place automatiquement sur ce plan divin et à ce moment-là, on se dit juste, ok, tout ce que j'observe, c'est un jeu d'échecs, mais en fait, bon, voilà, ce sont des gens qui se tapent sur la tête et c'est pas bien grave. Moi, je suis au-delà de tout ça. Ben, non, on est dedans, donc on ne peut pas avoir non plus ce recul dénué de tout sens, de toute émotion et de tout ressenti. Voilà, parce qu'on reste des êtres incarnés. Et l'étape d'après, ben, on ne la connaît pas. Peut-être qu'un jour, on ne s'incarnera plus parce qu'on aura estimé intérieurement, au niveau de notre essence, au niveau de notre âme, de notre conscience, qu'on aura suffisamment expérimenté dans l'incarnation et qu'on pourra passer à une autre étape, à une autre forme d'expérience. Et avant même de s'incarner, on a pu expérimenter d'autres formes d'expériences complètement éthérées, énergétiques ou autres, et que on a été attiré par l'incarnation justement aussi pour vivre ce type d'expérience-là dans la matière et vivre cette dualité qui peut-être sur un certain plan n'a pas de polarité comme nous on l'exprime, mais qu'il y a aussi un intérêt à vivre cette expérience incarnée parce elle est extrêmement riche déjà de par la matière, de par tout ce que l'on est capable d'échanger entre nous, la communication, voilà, l'amour, le sexe aussi, tout ça, tout fait partie de ce que propose la chair et l'incarnation. Manuel qui dit, est-ce que vous pensez qu'il faut se rapprocher du divin pour mieux se relier à notre essence? Moi, je dirais plutôt, c'est faire descendre le divin dans notre incarnation pour en même temps exprimer le divin dans notre chair, dans notre incarnation et dans la matière, plutôt que de s'élever, enfin, plutôt que de peut-être de perdre pied et d'être perché, comme on peut dire, en voulant se connecter ou trop à, voilà, au divin. C'est vraiment En fait, il y a ramener le une petite, divin dans il y a l'incarnation. une petite phrase, il y a une petite phrase qui résume ça, c'est euh, on est une expérience spirituelle qui vient faire l'expérience de l'incarnation et non pas un corps incarné qui fait l'expérience du spirituel. Et lorsqu'on inverse les choses, voilà, à l'origine, on n'est pas ce corps de chair. On vient, ça c'est plutôt la finalité du moment. Mais donc si se rapprocher du divin, finalement, ça revient à se rapprocher de nous. Et c'est un petit peu voilà le sens de notre propos aussi, c'est se trouver cet équilibre, c'est se rapprocher de notre soi supérieur qui, lui, est beaucoup plus proche de cet équilibre intérieur et donc aussi du divin, parce que notre soi supérieur est la partie peut-être la plus proche de notre conscience originelle qui elle-même est la plus proche de cette conscience universelle. Alors, on doit composer avec notre entourage, proche familial ou amical. Du coup, on doit faire des compromis, ce qui fait que l'on fait un pas en avant et peut-être que demain, on devra faire un pas en arrière. Peut-être. Après, l'important, c'est d'être en accord avec soi-même. Si
ce compromis vous coûte, vous fait ressentir peut-être de la colère ou peut-être de la tristesse ou une émotion qui vous fait baisser en énergie, c'est que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc, comprendre peut-être pourquoi pour vous cela est des compromis et aller chercher peut-être des compréhensions au-delà de juste pourquoi je dois faire des compromis avec ma famille ou avec mon environnement. Ça peut peut-être aider pour que ce soit en fait plus apaisé, pour que votre quotidien soit plus apaisé finalement. C'est ça. Toujours se poser les questions au-delà de la problématique qui se présente comme ça d'emblée à nous. Pourquoi je vis ça? Pourquoi, qu'est-ce qui me fait réagir? Et pourquoi aujourd'hui je le vis de cette manière-là? Voilà, ça peut peut-être ouvrir des portes et avoir des questionnements de plus en plus profonds. Et après, ça va toucher peut-être quelque chose, une mémoire, une croyance qui a besoin vraiment de se libérer. Voilà, ça peut être un cheminement. Y aller petit à petit comme ça. D'autres questions? Vous êtes sage aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si pour vous, ça vous a apporté des éclaircissements ou des compréhensions par rapport à cette phrase, hein, tout est juste. Oui, c'est assez large comme discussion, hein, ça amène ça peut amener hein, à beaucoup de sujets, cette phrase, hein, tout est juste. Mais voilà, j'espère qu'on a pu en tout cas vous proposer, parce que ce sont toujours des propositions hein, que l'on vous fait, il n'y a aucune vérité unique hein, dans ce que l'on vous dit. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a permis peut-être d'avoir un autre point de vue qui peut aussi permettre d'autres questionnements par la suite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se poser d'autres questions, que ça ouvre à d'autres questions. Et comme je dis souvent, hein, c'est pas forcément les réponses qui sont importantes, c'est le fait de se poser toujours d'autres questions pour élargir encore plus notre conscience. Mm, C'est la découverte. tout à fait. Et c'est vrai que le sujet de tout est juste, ça demande un certain niveau de sagesse quand même. Et tout le monde ne peut pas l'entendre de cette façon et c'est OK. On peut très bien le comprendre aussi. Mais c'est arriver à avoir ce point de vue élargi, bah, nous apporte la paix. Et c'est ça aussi qui est important. Et si vous avez d'autres idées de sujets, ça nous intéresse. Parce qu'on voit qu'il y a des habitués et, Mhm. et peut-être qu'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, même nouveau. Hein. Voilà, parce que c'est vrai qu'à chaque mois, on se demande qu'est-ce qui pourrait bien vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas là si vous avez des idées de sujets pour les prochaines rencontres. Je vais lire ça très attentivement. Tout à fait. Vous pouvez nous l'envoyer soit par mail, soit sur ce chat aussi. Alors, Vilma, je crois que vous voulez parler. Alors, Pas de souci. ça en revient, ce truc ici, maintenant. Dans le quotidien, par exemple, dans le geste du quotidien, je, je peux commencer à me dire, ah, c'est juste ce que je suis en train de faire maintenant. C'est juste. Ça peut paraître une question simple, mais ça peut commencer par là. Tout à fait. Ça, c'est la conscience qu'on va y mettre, la conscience au présent. Vivre son présent de façon consciente. Et c'est tout à fait juste, Vilma, ce que vous dites. Est-ce que ça, c'est OK pour moi? Est-ce que ça résonne pour moi? Est-ce que je suis en accord avec ça? Et effectivement, là, ça nous replace vraiment dans le moment présent. Et ça nous permet aussi voilà, de savoir si eh bien, on est dans ce qui nous correspond, dans ce qui nous convient, qui résonne en nous, en fait. Hein. Donc ça peut être un petit exercice au quotidien à faire régulièrement. Tout à fait. Merci, Vilma.
Voilà, n'hésitez pas pour terminer la rencontre. Alors, qui? Ah oui, Michel. Oui, je voulais simplement dire qu'effectivement, le tout est juste m'a beaucoup aidé parce que c'est quand même beaucoup plus facile de ne pas se positionner en tant que victime et de rechercher les causes de ce qui nous arrive. Voilà, c'est tout. C'était mon Merci. témoignage. Merci Et Michel. merci pour ce que vous faites. Merci Michel. Merci pour votre témoignage. C'est très intéressant de l'entendre en tout cas, de voir que ce n'est pas juste du mental, c'est quelque chose quand même qui aide et qui peut apaiser notre condition. Et c'est vrai que bah, pour vous dire tout, quand j'ai préparé ce sujet, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ce qui pouvait m'arriver autour de moi et sur lequel je ne comprenais pas, je n'avais pas d'explication. Et finalement, cette phrase m'a aidée à avoir un peu plus de recul et à me dire que voilà, il y a peut-être une justesse à chercher au-delà de ce que moi je peux percevoir en tant qu'être humain, avec mes émotions, mon mental qui veut souvent des choses, mais finalement qui ne s'inclut pas dans ce quelque chose de plus grand. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc en tout cas, c'était aussi pour moi une expérience de préparer ce sujet pour vous. Voilà. Si vous en avez envie, je vous invite aussi à le faire. C'est pour des petites choses comme le dit Vilma, hein, pour des petites choses à essayer de se placer sur la colline d'en face, comme je le propose dans mon exemple au tout début. Voilà. Merci en tout cas. Voilà, je pense qu'on va terminer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? En tout cas, Oui. merci à vous, merci pour votre présence. On vous tient au courant pour la prochaine date de rencontre. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi les informations bah voilà, sur les rencontres ou sur les vidéos. Voilà, ça nous aide en tout cas grandement parce que c'est vrai qu'on est un petit peu noyé dans la masse et dans la jungle de YouTube. Donc, c'est important aussi si chacun peut, s'il en a envie, si ça lui fait plaisir de partager. Voilà. Merci en tout cas à vous tous Merci. et je vous dis à très bientôt.